Bonjour à tous. Je vais d'abord rappeler le titre du travail, la réaffectation du patrimoine religieux, et son sous-titre vers un changement d'atmosphère. Ça veut dire qu'en fait, le travail était basé sur l'élaboration de cartes d'identité qui avaient pour but de comprendre, documenter et corroborer l'importance de l'atmosphère dans le cadre de la réaffectation du patrimoine religieux. Le travail s'ancre, lui, sur un double constat. Le premier, c'est le coût et l'entretien du patrimoine religieux. Donc ici, une petite citation d'un ingénieur qui était en charge de la cathédrale de Tournai, qui précisait que si le cycle des rénovations et entretiens avait été suivi correctement, on aurait pu aujourd'hui éviter les problèmes de stabilité que tout le monde connaît. Le deuxième constat est celui des mentalités. En effet, elles changent. Un sondage de 2015 précise que seulement 37% de la population croit en l'existence d'une entité divine. Et en fait, ces deux constats mis bout à bout entraînent une désuétude du patrimoine religieux. Alors, le travail vient aussi questionner le sens de l'après-service et il va s'ancrer dans des préoccupations modernes. Donc le GIEC précise que si on veut respecter l'objectif du protocole de Kyoto, et donc que pour 2050, on puisse limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, cela ne sera possible que sous une réserve de modification profonde de nos comportements et donc par extension de l'architecture. Et aujourd'hui, le choix de nouvelles constructions qui décatiront à leur tour est trop souvent fait par rapport à la réaffectation, par exemple, de vieux bâtiments. Donc le mot d'ordre devrait être la réutilisation et non la reconstruction. Une fois ces constats établis, il devient nécessaire de préciser quelques notions et concepts. Le premier, c'est le patrimoine religieux. Pour ça, je me suis intéressé à Solange Lefebvre, une éminente chercheuse à l'Institut patrimonial de Québec, qui le définit comme suit. Il faut aborder le patrimoine religieux en tant que lieu de mémoire, de support et de médiation de l'expérience et de la foi religieuse, ainsi que de transmission et du sens des valeurs. Elle précise ensuite que le patrimoine est constitué de tout objet ou ensemble matériel ou immatériel chargé de signification reconnue, appropriée et transmis collectivement. Donc une fois combiné, ça donne une définition complète du patrimoine religieux qui serait que le patrimoine religieux est constitué de tout objet ou ensemble matériel ou immatériel chargé de signification reconnue, appropriée et transmis collectivement au niveau du sens et des valeurs en tant que lieu de mémoire, de support, de médiation de l'expérience et de la foi religieuse. Le deuxième concept, notion, serait celui de l'atmosphère. Alors, pour cette définition, je me suis tourné vers Katharina Tjalzoldy, qui est une chercheuse qui a fait une thèse sur qu'est-ce que fait l'atmosphère dans le raisonnement architectural, et qui précise que l'atmosphère, en fait, se raccroche au concept français d'ambiance, qui se réfère quant à lui aux qualités d'un espace qui sont en mesure de modifier le comportement des gens. Et l'atmosphère se réfère à des conditions impalpables qui ont la capacité d'influencer le ressenti des gens qui l'expriment. Donc cette définition, globalement, on pourrait la résumer en 3 points. Le premier, c'est que l'atmosphère d'un lieu passe par la perception de celui qui la décrit. Le deuxième point, qui découle du premier, c'est que l'atmosphère est donc subjective. Et le troisième, que l'atmosphère, qui est la perception d'ambiance, est elle-même influencée par des éléments tangibles. Et donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis intéressé à ce qu'étaient ces éléments tangibles. Et je me suis tourné alors vers Zumthor, et donc plus précisément plusieurs ouvrages de lui, mais dans l'optique de gestion et contrôle de l'atmosphère toujours. De l'analyse de ces ouvrages, il sort que l'atmosphère est substance, c'est-à-dire l'atmosphère est substance, donc c'est-à-dire qu'elle est constitutive de plusieurs valeurs qui viennent être mis bout à bout et constituer un tout. Il en vient aussi que l'interconnexion de ces valeurs crée un tout qu'on appelle atmosphère. Donc ce n'est pas seulement les valeurs mises à bout qui constituent l'atmosphère, mais c'est aussi l'interconnexion entre ces valeurs qui vient faire un global qu'on va appeler atmosphère ou ambiance. Et enfin, il met l'importance sur la lumière. Donc il faut savoir que 80% de notre perception d'un lieu passe d'abord par la vue, et donc de là il est aisé de comprendre l'importance de la lumière. Une fois ce constat établi, je me suis orienté vers la lumière et donc comment un architecte peut l'appréhender.
Alors, pour ça, moi, j'ai développé 3 moyens qui sont connus de beaucoup d'architectes, mais qui sont le plan et la coupe ombrée. La maquette photographique, donc la maquette à grande échelle avec un studio photo, des éclairages qui reproduisent la lumière du soleil, etc. Ou encore mieux, à la lumière du jour directement. Et les simulations lumineuses. Donc, c'est en manipulant ces 3 objets que j'ai pu expérimenter par le projet la lumière et donc comprendre comment elle venait se déposer sur les matières, quels sons elle produisait, etc., etc. Alors là, on a défini ce qu'était l'atmosphère. Sauf que dans le cadre de mon travail, il faut raccrocher l'atmosphère au patrimoine religieux. Et là, il y a un concept qui arrive en plus, c'est le concept de liturgie. Alors, en effet, la liturgie, elle influe beaucoup sur la perception qu'a un visiteur ou un croyant du bâtiment religieux qu'il visite. On pourrait prendre par exemple la transition du profane au sacré qui s'effectue de manière bien souvent orientée et qui vient proposer aussi une gradation en termes de lumière. On a aussi l'influence des bancs et de l'autel, donc qui viennent être disposés dans l'espace pour créer l'espace et puis aussi conditionner l'usage qu'on aura de celui-ci. Par exemple, l'autel d'une église est inamovible, donc on peut en faire le tour, mais on ne peut en jamais le bouger, à l'inverse des bancs, qui eux sont parfaitement amovibles, où là on peut les déplacer, et donc voilà, il y a déjà, par l'influence du mobilier, on voit déjà qu'il y a une différence de hiérarchie dans l'église, dans le chœur, par rapport à la nef. Donc je rappelle, le chœur est ici et la nef est ici. Et puis, cette différence, elle est marquée aussi par ce qu'on pourrait appeler les temps de pause de la liturgie, donc les temps de pause qu'un visiteur, même plus un croyant, va respecter pour découvrir cette église. Le premier temps de pause, c'est celui de l'entrée, donc on franchit le seuil, on laisse la ville profane derrière nous, on se signe et on accède au deuxième temps de pause. Le deuxième temps de pause, c'est le plus long, c'est celui de la prière, celui où on écoute l'officiant parler. Et puis en fait, ce deuxième temps de pause va nous amener vers l'apothéose, vers la fin de ce parcours, de cette transition du profane au sacré qui est amenée au cœur de l'Église, donc le temps de communion. Donc, comme je l'ai dit, le travail consistait en la réalisation de cartes d'identité, donc de 5 références choisies, donc à savoir l'église Saint-Amalberge à Beauseuil, l'église Saint-Jacques à Namur, la chapelle des Brigitines à Bruxelles, le Chaos Temple à Llanera, c'est en Espagne, dans les Alturas, et la Buchandel Selexis Dominicanen à Maastricht. Donc ici, vous voyez une ébauche de réalisation de carte d'identité de l'église Saint-Jacques de Namur. Et en fait, ces cartes d'identité, elles sont réalisées comment? Elles sont réalisées par l'analyse de ces 5 références avant et après réaffectation. Alors l'analyse, j'ai utilisé pour ça la méthode des valeurs de Marina Salvionet-Deschamps dans sa méthode d'écrire l'indicible. Et j'ai appliqué les valeurs de Vincent Manja, donc, qui est un éminent professeur d'architecture émérite dans l'analyse de bâtiments, pour analyser ces références. Et de ces analyses, j'en ai déduit des changements qui avaient été opérés dans le bâtiment et qui ont conditionné un changement d'atmosphère. Et ces changements sont repris dans les cartes d'identité que j'ai dressées. Donc, par l'analyse de ces cartes d'identité, je me suis demandé quelle position pouvait adopter un architecte dans le cadre de la réaffectation du patrimoine religieux. Donc la première position serait celle de l'occupation ou non des lieux. La deuxième position serait celle des moyens mis en œuvre. La troisième position serait celle de la préservation ou non de l'atmosphère originelle des lieux. Donc si on reprend tout ça, avec les 5 exemples que je vous ai donnés, concrètement, ça donne ceci. Pour ce qui est de l'occupation des lieux, donc comme vous pouvez le voir ici pour l'église Saint-Amalberge à Beauseuil ou pour la chapelle des Brigitines, les architectes ont laissé la possibilité aux visiteurs ou aux personnes qui louent ces espaces de les aménager un peu comme ils voulaient. Donc ils se sont laissés à l'occupation libre. Il n'y a pas d'occupation physique, à l'inverse de ces 3 projets-ci. Donc la Buchandel Selexis Dominicanen à Maastricht, le Chaos Temple et l'église Saint-Jacques de Namur, où là on a une occupation physique des lieux, que ce soit par un skatepark
dans le Chaos Temple ou par un système de passerelles dans les autres références. Maintenant, on voit la question des moyens mis en œuvre. Donc, on a des moyens importants mis en œuvre. Donc, je reviens sur l'église Saint-Jacques à Namur avec les passerelles, la Boucandel-Selexis avec ses passerelles aussi qui accueille des livres. Et enfin, le cas que je dirais le plus grand, c'est tout simplement la duplication du gabarit de la chapelle des Brigittines qui vient créer une annexe qui recevra tout le programme. Au niveau des moyens inférieurs mis en œuvre, on a des moyens ici dans le Chaos Temple qui sont issus de matériaux de récupération, mais aussi d'une simple couche de peinture sur la fresque. Et alors, on a après, tout simplement, à Bosseuil, un traitement de sol avec le travail en fresque pour rappeler un peu l'histoire du village, l'histoire de l'église ou la trace des anciennes voûtes de l'église. Au niveau de la préservation ou non de l'atmosphère originelle, là, ce n'est pas 2, mais 3 positions qui se distinguent. La première, c'est la conservation. Donc, à la chapelle des Brigittines, il y a juste une conservation des lieux tels qu'ils étaient. On a l'atmosphère qui est intégrée au processus de création du projet. Donc, dans la Boucandel-Selexis et dans l'église Saint-Amalberge, l'atmosphère est considérée comme un matériau de projet qui vient être développé et qui vient dès le début dans la réflexion du projet. À l'inverse, dans le Chaos Temple et dans l'église Saint-Jacques, on a une atmosphère qui est plutôt résiduelle des choix qu'ont posés les architectes. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste que voilà, on voit une hiérarchisation des réponses et puis on voit la possibilité de chaque réponse. Donc, après, la question qui m'est venue, c'est comment moi, étudiant, je pourrais aborder une réaffectation du patrimoine religieux par le biais de l'atmosphère. Alors, pour ça, je me suis tourné vers 2 objets de réflexion. Le premier, c'est les plans relief. Alors, vous avez ici une photo de la reproduction à Tournai, parce que quand j'avais été les visiter à Lille, j'avais pas mon appareil photo. Et puis, il y a eu confinement, et donc il a fallu que je magouille un peu avec le tenancier du musée du patrimoine pour pouvoir aller vite faire une photo de la reproduction. Et donc, cette reproduction, elle nous montre comment se comportait la ville dans un temps passé, et on se rend compte qu'en fait, les églises n'étaient pas donnantes sur un parvis. Il y avait toujours des constructions accolées, il y avait un cimetière, et puis on voit ici que dans certaines villes, il y avait même un béguinage qui est une intériorité qui vient dialoguer avec une église. Donc, du coup, le projet à ce stade-là, il ambitionne de reconstruire l'intériorité d'une église dans le quartier et de la reconnecter, du coup, à son quartier. Ensuite, je me suis orienté vers un deuxième objet de réflexion qui sont les plans historiques, que ce soit le plan Pop, le plan Piquet, les cadrages primitifs ou même parfois, même pas des plans, mais des témoignages que j'ai pu recueillir auprès de la Fondation Pasquier-Grenier de Tournai, où là, on constate que en fait, l'église, il y avait plus un amas de maisons et de vie autour de celle-ci, et qu'en fait, la conception moderne qu'on a des églises, c'est-à-dire avec un parvis, l'église qui est seule, elle est finalement très moderne et n'a que peu de sens quant à la découverte atmosphérique du lieu. Donc le projet, il a ambitionné ça aussi, c'est-à-dire découvrir l'église telle qu'elle a été prévue à l'époque, et donc renouer avec son atmosphère originelle. Alors, au niveau du contexte, j'ai choisi la ville de Tournai parce qu'elle est très riche et éclectique au niveau patrimonial. Les écrits de Sol de Moriamé décrivent Tournai comme étant une ville presque aussi riche, si pas plus riche, que la ville de Bruges en termes de patrimoine. Seulement, les affres du temps, les guerres, les décisions politiques ont fait qu'aujourd'hui, on recense que très peu de témoins patrimoniaux. Donc voilà, ces témoins, je vous les ai mis en évidence sur une carte. Si à cette carte, maintenant, on vient superposer les anciennes paroisses de la ville de Tournai, donc les 10 paroisses historiques de la ville de Tournai, donc paroisses qui étaient en fait des quartiers de la ville, donc véritable berceau de vie à l'intérieur même de la ville, et qu'on se concentre un peu sur leur chef-lieu, on se rend compte qu'il y en a un qui est en très très mauvais état et depuis longtemps, et qui nécessite une réaffectation urgente, c'est l'église Sainte-Marie-Madeleine de Tournai.
Alors, un petit focus sur cette église. Elle fut créée au XIIIe siècle pour décharger l'église Saint-Jacques qui est ici et créer une nouvelle paroisse. Et elle vient se connecter en fait à un béguinage, donc le béguinage Sainte-Marie-Madeleine. Et donc voilà, il y a ce dialogue d'intériorité à intériorité qui est présent. Et puis un autre monument historique qui est présent dans ce quartier-là, c'est finalement le pont des Trous. Et donc le projet va se nourrir de toute cette histoire de quartier pour refaire de l'église Sainte-Marie-Madeleine ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire un centre socio-culturel, véritable berceau de vie du quartier, mais dans des conceptions aujourd'hui beaucoup plus modernes. À l'échelle du quartier, l'ambition est donc de reconstruire une intériorité entre atmosphère originelle et atmosphère à préoccupation plus moderne avec ce qui se passe autour. Donc, là, il y a aussi un propos de reconnexion au quartier. Donc, comme on peut le voir ici, donc ici vous avez le béguinage de Tournai. Il y a une première intervention qui est faite, à savoir que les anciens jardins communs alloués au béguinage ont été remplacés par un grand entrepôt que moi je décide d'enlever au profit d'un jardin partagé, donc comme ce qui se faisait au temps du béguinage. Et puis ici, venir renouer avec une partie de logement qui vient remplacer des anciens garages qui ne sont aujourd'hui plus utilisés sur la terrasse Sainte-Marie-Madeleine. Donc, si on reprend les typologies, on a logement, jardin-logement, donc une typologie de béguinage, la rue, et puis ma réinterprétation, c'est-à-dire logement, jardin, logement qui viennent se connecter au projet et donc à l'église. Donc les logements, les voici. Donc les logements s'organisent de la même manière que va s'organiser le projet, c'est-à-dire avec une hiérarchisation entre vide, masse creusée qui vient abriter les fonctions et masse technique qui vient abriter la technique. Alors, on peut dès lors dire que le projet est issu de 3 gestes forts. Le premier, c'est la reconstruction d'un socle, socle qui prend les traces de l'ancien bâti qu'il y avait autour de l'église, qui correspond ensuite au cimetière et qui maintenant correspond à son parvis. Ce socle vient être évidé ponctuellement de patio pour proposer de la lumière, des cadrages particuliers et proposer le vide. Et ce socle vient ensuite être creusé de certaines terrasses qui vont proposer des cadrages, des points de détente ou les terrasses des logements, tout simplement. Donc, oui, pardon. Donc au niveau des intentions, on a un dialogue qui va s'effectuer entre la masse et le vide. Donc l'église est au cœur du projet. Elle constitue le vide primaire, donc celui qui abrite la vie. Et pour ça, je vais construire un socle qui vient abriter les fonctions suivantes, à savoir le coworking, la salle polyvalente, un restaurant, une salle d'exposition, une bibliothèque et une zone de stockage qui viendra dialoguer avec ce vide primaire qui du coup vient être transformé en place publique qui est redonnée au quartier. Donc, comme vous pouvez l'avoir compris, le vide de l'église, c'est le vide qui abrite la vie, le socle, c'est la masse creusée, et donc on a cette hiérarchie vide, masse creusée et masse technique, notamment zone de stockage ou autre. La matérialité du projet va dans ce sens, laissant depuis la rue la vision d'un prisme pur qui dialogue par des failles vers l'église, donc de la même typologie que qu'on pouvait avoir à l'époque quand l'église était entourée de bâtis. Alors, au niveau du projet en lui-même, la déambulation et la spatialisation intérieure va se comporter et va être développée selon une alternance de masse et de vide. Donc, si on prend l'exemple d'un visiteur qui entrerait ici rue de la Madeleine, il va d'abord rencontrer une massivité, donc vraiment une transition entre intérieur et extérieur assez marquée pour conditionner le visiteur après à recevoir l'atmosphère originelle de l'église. Donc, dans sa déambulation, il vient rencontrer un premier vide, ici, qui vient s'ouvrir vers le coworking. Donc, le coworking, l'espace de coworking s'organise selon 3 typologies de travail. Le premier, c'est le travail en groupe, qui est abrité par un canon de lumière.
Le deuxième, c'est le travail en petits groupes, qui vient lui être abrité par des failles de lumière. Et puis le travail individuel, qui vient être abrité par un éclairage tamisé. Le patio ainsi que la terrasse, lui, viennent proposer la vie, c'est-à-dire plutôt les espaces de détente du coworking. Donc une fois qu'il a croisé ce premier vide, le visiteur continue, croise de nouveau une masse qui là est plus une masse technique, donc une salle polyvalente pour le logis tournaisien en charge des logements dans le béguinage et la technique du coworking. Et il vient se heurter à un deuxième patio qui est tenu par le clocher de l'église et qui est en fait la terrasse de la zone de restauration, donc l'extérieur de la zone de restauration. Cette zone de restauration, elle va aussi entretenir un lien particulier avec la place publique, dans le sens où elle vient proposer des tables dans cette place publique pour vraiment tourner toutes les activités vers cette place publique. Donc le visiteur continue son chemin, rentre dans l'ancienne église qui aujourd'hui se comporte comme une place, et là on découvre qu'en fait cette place, elle abrite un melting pot de toutes les fonctions possibles. Donc on a les tables de restaurant comme je l'ai évoqué, pourquoi pas une réunion de coworking, ici un cours d'art qui se donne, un monsieur qui joue du piano, des parties d'échecs, de la danse, enfin bon, vraiment toute la vie du projet. Et donc il continue son chemin, découvre le projet. Ici, il laisse de côté une salle polyvalente qui est plus orientée cours de sport, activités culturelles, pour aller découvrir une exposition permanente dans le chœur. Donc en effet, j'ai voulu aussi marquer cette différence de hiérarchie qui était présente à l'époque dans les églises, à savoir nef-chœur, sauf que moi, je viens plutôt le marquer entre place publique laissée à l'occupation et chœur dédié à l'exposition de manière permanente. Ce chœur d'exposition est en dialogue avec une zone d'exposition juste ici, qui va comporter plusieurs ambiances lumineuses afin de proposer plusieurs théâtralisations des œuvres exposées. Donc ici, plutôt une typologie de canon de lumière qui vient entretenir des dialogues avec les œuvres exposées en dessous. La zone d'exposition se prolonge au premier étage, où là on a plutôt une zone d'exposition de tableaux à l'aide de failles et de canons de lumière. Et puis ensuite on vient déambuler pour aller atteindre une zone d'exposition extérieure qui va entretenir des dialogues de vue avec la zone d'exposition présente dans le cœur de l'église. Et de l'autre côté du cœur de l'église, on a une bibliothèque que j'ai taillée dans la masse pour justement aller jusqu'au bout de l'intention de masse creusée. Donc cette bibliothèque, elle entretient une relation aussi avec un patio qui vient abriter une zone de lecture extérieure, la zone des livres, la zone de travail en petits groupes, et puis ici, on vient glisser derrière le cœur de l'église pour avoir une salle de lecture qui s'oriente vers le ciel et qui vient s'apposer contre justement la façade du cœur de l'église. Donc, comme je l'ai un peu abordé, on a plusieurs typologies de traitements lumineux. Donc, on a les canons qui viennent focaliser la lumière sur un objet en particulier, les failles qui viennent plutôt distiller leur lumière sur des fonctions particulières. Et alors, j'en profite ici pour vous faire remarquer un détail, c'est que ces failles de lumière ont une autre fonction. C'est juste montrer le respect qu'a le projet, le nouveau projet par rapport au bâtiment, en le décollant légèrement du bâtiment pour avoir justement ces failles lumineuses, comme une preuve de respect par rapport à ce bâtiment patrimonial historique et un projet qui vient tout simplement lui redonner un peu ses lettres de noblesse. Donc voilà, ici on voit le détail de ces failles lumineuses et on voit alors après tout le travail de canon, de failles, et puis ici un focus sur le logement avec le patio en arrière-plan. Au niveau de la maquette, donc ici plusieurs cadrages. Le premier cadrage, c'est le patio avec la terrasse du restaurant et le clocher. Donc ici, après, on vient glisser vers l'accueil du coworking et puis on glisse dans la place publique, pardon. Le deuxième, c'est la fameuse zone d'exposition avec les canons de lumière qui viennent cadrer et qui viennent proposer un dialogue entre œuvre et lumière. La troisième vue, c'est la terrasse extérieure d'exposition qui vient entretenir des vues croisées
avec le cœur en dessous. Et la quatrième image, en fait, c'est la bibliothèque. Donc on voit ici, taillée dans la masse, on s'assied, on prend son livre, des petites zones de lecture et de travail, et enfin le patio extérieur qui permet la lecture. J'aimerais maintenant effectuer... ah oui, pardon, j'ai oublié. Et donc on voit que le détail est travaillé aussi dans ce sens, c'est-à-dire que cette masse vient être creusée et effilée jusqu'à percevoir une simple arête qui vient vraiment conditionner le canon de lumière ou les failles. Donc il y a vraiment cette massivité qui est travaillée jusqu'au bout pour qu'on ait vraiment l'impression d'une masse qu'on vient évider. J'aimerais maintenant effectuer avec vous un retour sur analyse. Donc, parmi les 3 positions que pouvait prendre un architecte par rapport au patrimoine religieux, j'aimerais analyser les positions que moi j'ai prises. La première position, donc dans la préservation ou non de l'atmosphère originelle des lieux, moi je me situe plus dans un principe de conservation, comme on pourrait l'avoir mis en œuvre dans la chapelle des Brigitines. Donc, où en fait, afin de préserver vraiment l'atmosphère originelle du lieu et l'église, j'ai décidé tout simplement de construire autour et de détacher mon projet par des failles lumineuses comme on l'a vu en coupe. La deuxième position que je prends, c'est celle des moyens mis en œuvre, donc c'est plutôt des moyens importants, mais en même temps, le projet a des ambitions importantes pour le quartier. Et malgré que ce soit des moyens importants, c'est finalement des moyens simples. Une seule matérialité et une doctrine qui va conditionner le projet, que ce soit de la création d'espace jusqu'au dessin du mobilier, c'est-à-dire de la masse creusée. Et enfin, une position un peu plus hybride, qui est l'occupation ou non des lieux. En effet, comme ici on peut le voir, je laisse l'occupation libre des lieux, un peu comme on l'a fait pour l'église de Bosseuil. Seulement, de par la position du cœur déjà qui est occupée de manière permanente par une exposition, je ne peux pas vraiment dire que toute l'église est laissée à la libre occupation. Et puis, je rappelle aussi qu'il y a une zone de stockage. Alors, cette zone de stockage, elle sert à quoi? À stocker les échoppes pour le petit marché, à stocker une scène démontable, à stocker des grandes tables, à stocker une exposition qui aura lieu une fois par an. Et donc, périodiquement, si vous voulez, l'espace de la place publique va être occupé. Donc voilà, on a cette position hybride que moi, personnellement, je trouve assez riche et assez pertinente pour la vie du quartier. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Et j'aimerais exposer ici les limites de mon travail. Donc la première limite, c'est que les cartes d'identité, moi, j'en ai fait 5. C'est un travail qui a pris du temps, mais c'est un travail que je continue encore aujourd'hui. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça c'est voué à être continué. Et une autre limite, ce serait la mentalité actuelle dans laquelle se trouve la Wallonie. En effet, lors de l'élaboration du projet, j'ai été souvent heurté à des on ne vous laissera jamais faire ça, c'est complètement iconoclaste. Et c'est pour ça que le projet propose une idée radicale qui va dans le sens des changements de mentalité nécessaires à la pérennisation du patrimoine religieux. Je vous remercie pour votre écoute.